Bonjour, c'est Evelyne, autiste, coach, formatrice et auteure. L'amitié, c'est un sujet qui est compliqué pour la plupart des autistes parce que ça nécessite de connaître les conventions sociales, de savoir utiliser les codes sociaux. C'est sûrement encore plus compliqué que dans la vie en règle générale parce que quand vous allez au magasin ou vous croisez des gens dans la rue, vous n'avez pas beaucoup d'implications. Au pire, ils vous trouvent rustres, bizarres et vous en fichez un peu. Alors que l'amitié, c'est pas le même type de relation, c'est plus engageant. Alors je vais vous parler de l'amitié à la lumière de ce que moi je connais, mon expérience personnelle. Quand on est enfant, je trouve que c'est beaucoup plus simple parce qu'il n'y a pas de codes sociaux, il n'y a pas trop de jugement. On n'a pas ces idées préconçues sur ce que doit être l'autre. Les enfants ont tendance à accueillir la personne telle qu'elle est, comme elle arrive. Et moi, quand j'étais enfant, j'ai grandi dans un pays où c'était encore plus simple, parce que vraiment les apparences ne comptaient pas. Il y avait beaucoup de brassage d'ethnie, du coup chacun était accepté tel qu'il était. Donc j'ai pas de souvenir tout le temps du primaire, par exemple, d'avoir eu de soucis par rapport aux amitiés. J'avais des voisines avec qui j'étais très copine. Et à l'école, j'ai un souvenir d'un groupe de copines, on était 6 ou 7, pas de difficultés particulières. J'aimais par contre être seule aussi souvent. Je restais à fixer le sol, à faire un peu de poterie avec de la terre mouillée, jouer avec des petites voitures et voilà, j'adorais mon petit monde déjà. Alors les difficultés ont commencé vraiment quand je suis rentrée en France. Donc j'avais 10 ans, arrivée en 6e, dans une région où les apparences sont très importantes. Tous les enfants avaient des vêtements de marque. Moi je suis arrivée complètement décalée, avec mes cheveux très longs, c'était pas du tout à la mode. Avec des petites robes à fleurs, c'était pas du tout à la mode. Et j'ai subi pendant 2 ans du harcèlement scolaire avec, on m'a coupé les cheveux, on a essayé de m'étrangler, beaucoup de moqueries. Et je me suis sentie vraiment très seule. Puis pendant les grandes vacances, j'ai eu un groupe d'amis que j'ai gardé pendant des années parce qu'on se retrouvait que pendant les vacances. Alors moi j'ai eu le problème de déménager extrêmement souvent, quasiment chaque année. Donc il fallait à chaque fois à l'école que je retrouve des copains et bon, autant dire que c'était pas possible du tout pour moi. Avec ce petit groupe d'amis, j'ai senti au bout de quelques temps que j'avais l'impression de ne pas être intéressante en fait. J'ai commencé à sentir un décalage et un petit malaise parce que je sais pas quoi dire, quoi faire quand on est ensemble. Et puis il y a eu une fille de mon âge que je me suis mise vraiment à admirer. J'aimais sa coiffure, j'aimais son parfum, j'aimais sa façon de rire. Et je me suis dit, voilà, il faut absolument que je sois amie avec elle. Et c'est comme ça qu'a commencé, je pense, ma difficulté par rapport à l'amitié, c'est-à-dire considérer que la personne est plus haute que moi, en fait, et que moi, je vais venir quémander, est-ce que je peux jouer avec elle? Je suis pas très intéressante, mais bon, oh, s'il te plaît. Voilà. Donc une espèce de manque de confiance en moi et de complexe d'infériorité. Et cette déception de je voudrais être comme elle, mais je peux pas. Elle est vachement mieux que moi. Donc je pense que c'est un âge où on a commencé à moins faire, c'est-à-dire quand on est plus petit, on joue ensemble, on fait quelque chose. Et là, à cet âge, on commence à discuter en fait. Moi je vis rien d'intéressant, je sais pas quoi raconter, donc des fois j'essayais de faire une blague, ça faisait un flop, des fois je riais trop fort, donc on me disait arrête de faire ton intéressante. Bref, j'essayais de toiser un petit peu comment je dois être. Je savais pas du tout qui j'étais et j'avais jamais eu l'occasion d'être telle que je suis en fait. J'ai passé mon temps à observer les gens et à essayer de faire comme eux. Donc je copiais les codes sociaux maladroitement et c'était parfois mal vu. Je travaillais sur moi pour essayer d'en faire moins. Est-ce que je dois parler à cette personne? Est-ce que c'est le moment de parler à cette personne? Est-ce que là je sors cette blague? Est-ce que je la sors pas? Et tout conscientiser comme ça tout le temps. Donc je prenais les réflexions de plein fouet. On disait que j'étais susceptible parce que vraiment ça touchait quelque chose, parce que je faisais un effort pour aller vers les autres. Je pensais apprendre à faire et puis paf, on me disait ah mais qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi. J'étais démasquée comme quelqu'un qui avait fait la comédie et que c'était faux, je jouais pas juste. Du coup, j'ai commencé à me mettre en retrait dans l'amitié parce que je voulais pas risquer d'être blessée à nouveau, donc à essayer de moins parler. J'ai toujours été ce qu'on appelle timide, mais voilà, il y a une période où vraiment j'ai commencé à me sentir mal à l'aise, notamment seule à seule avec une personne, parce qu'il y avait une attente vis-à-vis de moi, c'est si elle parle pas, c'est moi qui dois faire, mais qu'est-ce que je vais dire, je sais pas, et plus je me montais la tête par rapport à ça, et plus je perdais mes moyens en fait. Donc en me mettant en retrait, j'ai cherché à laisser les gens tranquilles. Je me disais, ils sont à l'aise, ils rigolent tous ensemble, si j'arrive, ça va les embêter. Alors des fois j'essayais un peu, et puis si je voyais un regard de travers, je me disais oh mince, il faut pas que j'y aille, ils veulent pas de moi. En fait j'ai dû faire ce qu'on appelle des lectures de pensée en coaching, qui sont peut-être fausses complètement, j'ai mal interprété les choses. En tout cas, tout m'a confortée dans tu n'es pas désirable, on veut pas de toi, tu n'es pas intéressante, et si tu es là près d'un ami ou d'une amie, c'est juste qu'on te tolère à peine, mais parce qu'on est bien gentil et qu'on a pitié de toi. Donc vous voyez, il y avait un terrain latent par rapport à l'autisme et aux difficultés sociales, et aux difficultés d'interprétation des codes et d'appropriation des codes. Et il y a aussi l'expérience de vie, avec un manque de confiance en moi, on se prend des portes un peu dans la figure, quand on n'est déjà pas sûr de soi,
Et j'avais donc cette merveilleuse copine que j'admirais. Et puis un été, du jour au lendemain, elle m'a plus adressé la parole du tout. J'ai cru comprendre qu'une autre personne lui avait dit quelque chose sur moi. Et cette amitié s'est interrompue comme ça. Je lui ai écrit peut-être 15 ans après pour lui dire « Ah, j'ai retrouvé ton adresse, écoute, ça me travaille tellement, est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé ?» Ce jour-là, j'ai pas compris. Et elle m'a répondu « Oh, c'était des enfantillages, c'est pas grave. » Et moi, je suis restée avec ça. Donc, c'est pas la seule fois dans ma vie que ça m'est arrivé de pas savoir pourquoi quelqu'un me laisse tomber, comme ça, d'un coup. Alors, on avance dans la scolarité, en 4e, 12 ans. J'ai le souvenir de m'être liée d'amitié avec un ou deux garçons et que je me suis rendu compte que j'aimais bien. Et en fait, tout le monde autour, c'est « Ah, les amoureux, les machins comme ça », donc je me suis sentie mince. Alors ça non plus, j'ai pas le droit de le faire. C'est mal vu, il faut pas que je fasse ça, il faut pas que je sois amie avec les garçons. Donc je me suis encore sentie me freiner, là où j'avais un élan de naturel. Alors j'avais des camarades de classe avec qui j'ai parlé un petit peu, je me souviens, et vers la fin de l'année, tout le monde faisait remplir son carnet de correspondance ou son cahier de texte avec des mots de chacun, des gros bisous et tout ça de ses meilleurs amis. Donc moi j'ai fait pareil, et puis j'ai eu des personnes qui m'ont écrit des mots gentils. À Evelyne, cette fille qu'on aime bien mais qui fait des bruits bizarres ou qui s'amuse à faire le chien en plein cours. Et là j'ai retrouvé ces mots il y a quelque temps, j'ai dit ah bon, mais j'étais comme ça. Pour moi j'étais normale, peut-être qu'en fait vu de l'extérieur j'étais vraiment étrange et que les gens ont eu peur de quelque chose. Je sais pas du tout. Du coup voilà, j'apprenais en fin d'année en fait qu'on m'aimait bien. Et je ne savais pas d'où ça sortait, je ne l'avais pas vu, je ne l'avais pas remarqué. Parce que comment on fait pour savoir si quelqu'un est son ami? Comment on fait pour savoir si on nous aime bien, si on ne nous le dit pas? Est-ce qu'il faut inviter les gens? Est-ce qu'il faut sortir avec eux? Est-ce qu'on est amis quand simplement on discute un peu à l'école de temps en temps? Je ne sais pas où est cette étape entre c'est un camarade de classe ou un ami qui décide qu'on est amis. À partir de quand? Est-ce qu'on le dit? Parce qu'autant quand on est amoureux, comme on dit, on sort ensemble, on s'embrasse et du coup on sait en général qu'on est un couple. Mais quand on est amis, ça se marque comment en fait? Ça j'ai jamais su. Ce qui me rend maladroite maintenant dans des nouvelles amitiés récentes où j'ai dû demander est-ce que moi je vous considère comme nos amis? Est-ce que c'est le cas aussi? Mais je suis extrêmement maladroite, c'est pas quelque chose qui se fait, mais j'ai pas trouvé ce qui se fait en fait. Donc pour l'amitié envers les garçons, à la base j'étais moins gênée qu'avec les filles parce que je me suis dit, les garçons d'habitude ils sont ensemble, du coup s'ils viennent avec une fille, c'est que peut-être je dois être intéressante pour quelque chose. Bon après j'ai compris qu'il y avait aussi justement ces histoires d'amourettes. Ouais, moi j'aurais vraiment eu besoin de clarté, j'aime bien être avec toi, est-ce qu'on peut partager plus de temps ensemble, t'es sympa, et j'ai pas reçu ce genre de phrase. Alors j'ai eu une autre copine proche. Je dis proche parce qu'on se voyait vraiment tout le temps. Et j'ai justement considéré qu'à partir du moment où on se voyait tous les jours, pendant toutes les vacances, elle devait avoir envie de passer du temps avec moi et ça devait être une bonne copine. Donc j'ai arrêté de me poser des questions par rapport à ça. C'est ma copine, c'est pour toute la vie, c'est merveilleux. Et petit à petit, lors de certaines vacances, elle a commencé à dire « Ah ben non, aujourd'hui je viendrai pas, et puis un autre jour je viendrai pas ». J'ai commencé à me poser des questions, évidemment, en bonne parano. Je me suis dit que j'avais fait quelque chose qu'il fallait pas, que c'était moi, que j'étais pas intéressante. Et en effet, je découvre qu'elle va voir une autre copine, une nouvelle copine avec qui elle passe tous ses après-midi. Et là, j'ai eu la vraie déception, comme une déception amoureuse en fait. Mon Dieu, mais je vaux rien, cette personne est beaucoup mieux que moi, elle m'a laissé tomber comme une chaussette, je sers plus à rien, je vais faire quoi de ma vie, je m'ennuie, je suis seule. J'avais fait comme une crise, avec des pleurs, une lettre et tout ça, et elle m'avait écrit qu'en fait j'étais trop prenante, trop exclusive justement. À partir du moment où c'était exclusif, je me suis dit, ça va continuer comme ça en fait, il n'y a pas de raison. Et du coup, vraiment la déception d'avoir été trahie, et cette amitié s'est finie comme ça. En fait, je suis entière et quand j'ai confiance en quelqu'un, je pense que c'est tout pour toute la vie. Je me suis même pas posé la question, une amie, ça reste 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça devient quelqu'un qui fait partie de la famille. Il n'y a aucune raison pour qu'on soit plus amis en fait. Alors je grandis, je suis en 3e, j'ai encore déménagé, et là j'ai encore des moqueries, mais bon c'est gentil, ça fait moins harcèlement. Et pourtant cette année-là, il y a un garçon plus âgé qui me tourne beaucoup autour. Des choses que à notre époque on dirait c'est du harcèlement sexuel, c'est inadmissible, tout ça. Moi j'étais contente. Je me disais, tiens, en fait, il y a quelqu'un qui veut bien de moi, j'attire quelqu'un. C'est là où moi j'attire votre attention sur le fait que quand on ne comprend pas grand-chose à l'amitié, ou qu'on a une interprétation de la vie très différente, on peut être une cible facile pour des manipulateurs. Mais ça m'a donné confiance, et à partir de cette année-là, je crois que je m'encourageais à aller à l'école en me disant « Ah, je vais retrouver les gars qui me draguent ou des amoureux dont je rêve », et j'ai plus pensé qu'à ça en fait, l'amitié, c'est trop compliqué.
Au lycée, il y avait une fille et un copain à elle qui me tournaient autour et pareil, m'embêtaient, me taquinaient. J'arrivais pas à interpréter si c'était des amis ou des ennemis en fait. Enfin, j'avais l'impression qu'ils étaient pas très méchants avec moi, qu'ils avaient envie d'attirer mon attention, mais en même temps c'était quand même pas très cool et pas très sympa. Il y avait jamais rien de sympa qui se passait. Et j'étais vraiment déroutée, donc j'essayais d'ignorer ces gens en fait. Jusqu'à ce que je sois opérée de l'appendicite, et ben ces deux personnes sont venues me voir à la clinique. Et là, j'ai pas compris. J'ai dit quand même, ils viennent me voir, me rendre visite. La fille m'avait apporté un livre, elle m'avait écrit un petit mot dessus, bonne rémission, on pense bien à toi. Et là, j'ai dit, mais c'est pas possible, ça doit être une blague. J'ai regardé le livre, je me dis peut-être que c'est un livre de moquerie, quelque chose d'ironique. Non, c'était un roman qui était super, que j'ai adoré. Et vraiment, j'ai été touchée, mais j'ai dit, je ne comprends rien à la vie. Ça n'a pas été mes amis pour autant derrière, mais pour moi, voilà, un ami est capable de faire ce genre de choses. Alors qu'un camarade qui taquine à l'école, non. Impossible de lire ce qui s'est passé. Donc au lycée, les comportements d'amitié, d'interaction entre les gens sont complètement acquis pour tout le monde. Et c'est là où vraiment l'écart s'est encore plus creusé. J'ai vraiment senti que j'étais différente. En plus, je n'avais pas la télé à la maison, donc je ne connaissais aucun chanteur, je ne connaissais pas de film, tout le monde parlait de tout ça. Et du coup, j'ai essayé de m'intégrer en m'intéressant à un chanteur. Et ce qui m'a permis d'avoir des copines avec qui j'ai pu partager ça. Je savais toujours pas comment faire, c'était pas naturel. Elles se parlaient naturellement, elles allaient se voir naturellement. Moi, je me posais toujours des questions. Est-ce qu'il faut que j'aille leur parler? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que je dérange pas? Tiens, elles sont toutes les deux, est-ce que je m'incruste? J'ai jamais compris si j'étais souhaitée ou pas souhaitée. Et ça, c'est vraiment mon gros problème. Parce que si j'avais su que j'étais souhaitée, je pense que j'aurais pu être moi-même. J'ai toujours eu besoin de cette validation verbale que personne ne fait. Voilà, moi, les non-dits, j'y arrive pas. Donc, j'arrivais pas à interpréter. On a fait des trucs sympas ensemble. Quand elles ont voulu venir chez moi, par exemple, c'était la grosse panique. J'ai trouvé des excuses. J'ai dit non, 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 les parents veulent pas. Parce que pour moi, j'avais l'impression de jouer un rôle, en fait, d'essayer de coller le plus possible au personnage pour qui les codes sociaux marchent. Mais par contre, chez moi, c'est mon retranchement. Là, je me repose, la cocotte minute, je vis de la pression et personne ne peut venir parce que c'est vraiment mon endroit de repli. C'était pas envisageable. Donc je pense là encore, j'ai perdu le relationnel parce que tout le monde s'invite les uns chez les autres et moi, non, on peut pas aller chez elle, on sait pas pourquoi, elle est bizarre. Les relations d'amitié à trois, ça m'allait beaucoup mieux malgré le fait que je savais pas trop où était ma place. En tout cas, j'étais protégée. J'ai très bien compris dès cette époque-là, et ça m'a pas quitté, que les relations seul à seul, c'est vraiment dur pour moi, parce qu'on attend quelque chose de moi. Si on est deux, j'écoute l'autre, mais après, moi, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Je peux me cacher dans le groupe, c'est-à-dire que s'il y en a deux qui sont en train de parler, je peux me reposer aussi. Vraiment besoin de repos dans les discussions, de pouvoir spacer, comme on dit, laisser partir son esprit quelques minutes. C'est pas grave, parce que la conversation a lieu entre les deux autres. Ça, c'est encore comme ça à l'heure actuelle. Et à cette époque-là, j'ai commencé à repérer qu'il y avait des filles qui étaient plus timides que moi, en fait, et qui avaient l'air mal à l'aise. Et j'ai remarqué que quand j'allais vers elles, je me sentais mieux parce qu'en fait, j'avais l'impression de savoir plus. Et j'avais besoin d'être au-dessus de l'autre pour retrouver confiance en moi. Tiens, elle, je vais l'aider, c'est plus dur pour elle, du coup, c'est moins dur pour moi, en fait. Donc j'avais un autre indice de référence que la moyenne, qui est très à l'aise, et ça me rassurait beaucoup. Donc comme à une époque on m'a dit que j'en faisais beaucoup trop, que j'étais trop exubérante, j'ai commencé à me dire je me tais un peu et je vais observer les gens et je vais les écouter. Donc j'ai trouvé des copines qui allaient pas très bien et j'étais leur oreille pour les aider, les soutenir. J'aimais déjà tout ce qui est la psychologie, la sociologie et ça me faisait du bien de sentir que je pouvais être utile. Donc j'ai construit finalement malgré moi une relation à sens unique où j'écoutais, mais moi je n'avais rien à partager en fait. Et puis j'ai eu le choc de ma vie quand je suis allée en voyage en Italie. J'avais 17-18 ans, j'étais de moins en moins sûre de moi, c'était vraiment dur. Mes parents, sans savoir que j'étais autiste, m'ont forcée à aller à un camp de vacances pendant l'été, très loin de chez moi, me débrouiller toute seule, prendre le train, prendre l'avion, prendre un taxi. C'était vraiment tellement horrible pour moi et tellement difficile. Je sais pas, le premier soir dans l'hôtel toute seule, c'était vraiment, je savais plus du tout où j'étais. Je dis souvent ça, que j'avais envie de mourir, mais c'est vrai, ça paraît toujours excessif, mais je me suis dit, punaise, si je pouvais plus être là, que tout s'arrête, c'est vraiment trop dur pour moi. Et dans ce camp de jeunesse, il y avait des filles super sympathiques qui m'ont prise un petit peu sous leur aile. J'étais étrangère, je savais pas trop parler leur langue, très sûre d'elles pour le coup, confiante en elles, qui le soir se maquillaient pendant des heures. Mais tous ces trucs de filles ne me plaisaient pas du tout. Et j'étais mal en fait, je parlais pas et je savais pas du tout quoi dire, j'étais très embarrassée.
Et elle venait me voir, mais ça va pas, mais qu'est-ce que tu as, tu veux quelque chose, tout. Et pour la petite anecdote, j'avais trouvé une excuse, j'avais dit qu'est-ce que je vais dire, je suis fatiguée, c'est la chaleur. Et du coup j'avais dit il calore au lieu de il caldo, ce qui veut dire je suis en chaleur. Bon, voilà. Bref, au fur et à mesure que ce camp avançait, ça durait 15 jours, tout le monde s'est mis à avoir des amitiés et tout ça. Et moi, j'ai commencé à me sentir décalée. Mais j'ai fait ce que j'arrivais bien à faire, c'est-à-dire écouter. Et il y avait une personne qui m'a parlé de ses projets. Elle le sait pas, mais elle a vraiment changé ma vie. Parce que elle m'a dit quelque chose que jamais personne ne m'avait dit. Elle m'a dit, c'est incroyable, tu es belle, tu es intelligente et tu sais faire plein de choses, je t'admire. Et là, je vous jure que quand vous avez 18 ans et que jamais personne ne vous a dit ça dans la vie, que vous pensez que vous êtes la plus nulle de la plus nulle, et ben ça a été un tsunami dans ma vie, vraiment. Donc elle a regonflé mon estime de moi. En rentrant en France, du coup ayant subi toutes ces difficultés, tout m'a paru simple, même aller acheter du pain dans une boulangerie, alors que c'est quelque chose qui était très dur pour moi. Oh punaise, on parle français, en fait, il n'y a pas besoin de trouver ces mots, qu'est-ce que c'est facile. Et du coup, j'ai pris énormément d'assurance. Dans la foulée, j'ai enlevé mon complexe qui était mes lunettes, j'ai eu des lentilles, et là, j'ai complètement explosé. Explosé de je vais montrer mon meilleur côté, je m'en fous de tout. Enfin, c'était incroyable, une révélation. À cette époque, j'étais étudiante, et je me suis installée dans un foyer de jeunes, donc quitter mes parents, y aller juste le week-end, et vivre complètement en autonomie toute la semaine, mais c'était merveilleux pour moi. On avait une salle commune pour manger, mais chacun avait sa petite chambre, mais on était au même étage, on chahutait, enfin c'était super sympa. C'est là où j'ai connu les amis que j'ai encore aujourd'hui. Et ces amis-là sont vraiment à part. Parce que je pense que c'était la partie de moi qui est sortie à cette époque-là, qui me plaisait le plus, que j'ai valorisée en fait. Je me suis vue sous un bon angle. C'est comme si j'avais été vraie, tout en forçant à révéler un côté plutôt qu'un autre. Ouais, j'ai pu sortir qui j'étais, ma joie, mon exubérance, et ça a été bien reçu. J'ai eu des amis garçons. C'est vraiment l'époque où je me suis dit punaise, qu'est-ce que je m'entends bien avec les garçons. Tous les codes sociaux sont plus simples avec eux. Il n'y a pas tous ces trucs compliqués. C'est très stéréotypé ce que je vous dis. Et je pense que d'ailleurs ça vient avec la culture patriarcale. Je voyais les filles comme frivoles, tellement compliquées dans leurs disputes, dans leur façon de penser. Il y a des codes que je ne comprends pas, physiques, sur l'habillement, sur la façon de rire, la façon de se tenir. Les garçons, ça me paraissait tellement simple. Et je me suis intégrée facilement dans ces groupes de garçons. Alors après, il y avait aussi l'aspect séduction. Et en fait, c'est resté pour la plupart des amitiés. Bon, ok, j'avais trouvé mon mari de l'époque parmi ces gens-là. Et je me suis rendu compte surtout que quand je faisais une blague, j'avais osé faire une blague, en fait, les gens riaient. Je dis tiens. Et puis je me disais toujours, moi je vais pas raconter ça, je vais pas sortir cette petite boutade parce que tout le monde forcément y a pensé, pourquoi ils y penseraient pas? Mais en fait non, je me suis rendu compte que j'avais des idées innovantes, donc ça m'a donné beaucoup plus confiance en moi. Alors j'ai eu aussi 2 bonnes amies proches dans ce foyer, filles, et je pense qu'elles étaient un peu comme moi, elles étaient un peu en décalage aussi, donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvés. Mais je ressentais déjà ce besoin de repli, et il m'arrivait très souvent de mettre un mot sur la porte, ne pas déranger, ou je dors encore, chut, ou je suis partie faire une course alors que j'étais là, parce que j'avais pas envie de voir du monde. Elles n'ont pas vu cette espèce de magouille, sinon je pense que j'aurais encore perdu mes amis. Je savais pas dire ce qui se passait pour moi à l'époque, je le savais même pas moi-même, et que si j'avais dit les choses, ça aurait été sans doute beaucoup plus simple dans toutes mes relations en fait. Je me sens pas très bien, j'ai besoin d'être intégrée, j'ai besoin de savoir si vous avez vraiment besoin que je vienne, vous avez envie que je vienne dans votre groupe. Si j'avais su m'exprimer, savoir de quoi j'avais besoin, je pense que c'était plus simple. Et ces années-là, j'ai vraiment compris que j'étais à l'aise dans un groupe, que je pouvais me cacher dans un groupe, et je pouvais aussi dire la bonne chose au bon moment, qui sera saluée positivement, donc c'était très valorisant d'être dans un groupe. À l'âge adulte, j'ai eu un enfant rapidement, assez jeune. J'ai vite compris qu'il y avait quelque chose qui allait simplifier les relations, c'est d'avoir un enfant. C'est un peu comme quand les gens ont un animal, un chien, qui se croisent au parc, et ils vont parler du chien. Ça donne une contenance, et on discutait un peu avec la maman d'à côté, donc on avait quelque chose à se dire, c'était sympa. Avec l'école, sont arrivées les mamans d'élèves avec qui je suis devenue amie. On va chez l'une, chez l'autre, parce que les enfants jouent ensemble. C'est pas je suis ton amie, donc je t'invite. C'est ah, et si les enfants voulaient bien jouer ensemble, vous voulez qu'ils viennent ou je viens Il n'y avait pas besoin du coup de mettre des mots sur est-ce qu'on est amis. C'est les enfants sont amis et nous on est les parents des enfants, donc ça se fait tout seul. C'était très pratique pour moi. Et puis, dans ma vie plus tard, sont apparus des nouveaux amis, qui étaient les amis de nos amis. Et j'ai cru que les relations étaient très superficielles, on a beaucoup plaisanté. Et un jour, il nous est arrivé quelque chose de très grave dans notre famille, et ces amis-là se sont manifestés. On est là pour vous, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ils nous ont demandé des nouvelles régulièrement, et j'en étais tellement émue, je me suis dit, mais c'est ça en fait l'amitié. C'est vraiment du soutien, c'est de la bienveillance, c'est de l'empathie.
c'est être présent, juste être là. Et là, je me suis dit, ceux-là, alors là, c'est mes amis pour la vie. Et j'ai encore fait la même erreur de croire qu'on signe pour toujours. Et en fait, ces amis, ça a bien marché pendant des années. Et un jour, j'ai divorcé, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Donc là, je me suis encore posé la question, attends, ils étaient amis de notre couple, en fait, du couple. Mais du coup, c'est pas moi qui les intéressais, puisque maintenant, ils continuent à voir mon ex-mari, mais pas moi. Du coup, ça a remis en question tellement de choses et ça fait écrouler encore une fois la construction que je commençais à avoir de l'amitié, qui me paraissait saine, stable, et ça m'a vraiment refroidi. J'ai dit, les amis, plus jamais. Alors je pense à un truc, comment faire dans le sens inverse quand une personne a très envie d'être mon amie, elle me demande pas l'autorisation et elle est très envahissante. Ça m'est déjà arrivé, c'était juste une connaissance et puis c'était vraiment un effort de parler, comme je vous ai expliqué, c'est difficile socialement. Et dès qu'on venait de se voir, elle disait alors quand est-ce qu'on se revoit? Dans 2 jours j'ai un créneau. Et j'arrivais pas à lui dire j'ai besoin d'un rythme assez espacé pour se voir parce que c'est fatigant pour moi de parler à quelqu'un. Mais impossible de m'analyser, je savais même pas. Et du coup, j'ai encore inventé des excuses. C'est ah bah non, je peux pas samedi, j'ai quelque chose, puis je peux pas tel jour, je peux pas tel jour. Et elle a fini par comprendre. Et en fait, peu avant, ils nous avaient invités dans un lieu qui pour moi était un lieu de famille à eux. Et pour moi, ça voulait dire oh mon Dieu, ils sont en train de nous dire qu'on est leurs amis, quoi. Là, on signe. Et comment on fait qu'on n'a pas envie de signer avec quelqu'un? Enfin, pour moi, c'est incompréhensible. Je comprends pas comment les gens font, comment ils signifient qu'ils veulent être amis, comment ils signifient qu'ils veulent pas être amis. Pourquoi ça colle avec certaines personnes, mais dans un sens, pas dans l'autre. Mais c'est tellement un casse-tête. Du coup, je peux vivre comme une agression le mot mon ami. Si quelqu'un que je connais juste à peine m'appelle mon ami, oh là là, c'est super violent pour moi. C'est vraiment dur parce que pour moi, ça n'a pas du tout ce sens, le mot ami. Un sens très très lourd d'engagement, d'un pacte en fait qu'on signe, d'une sorte de contrat. Je vais être là pour te soutenir, tu pourras toujours compter sur moi, venant de moi, hein, mais j'attends aussi la même chose de l'autre. Dis-moi tout, je peux te soutenir sur tout, j'ai besoin de savoir ce que tu vis, sur quoi tu vibres. Je réalise encore une fois que c'est vraiment moi ce que j'attends aussi du couple. Je pense que pour expliquer comment je fonctionne, il aurait fallu que je sache déjà me donner de la légitimité. C'est-à-dire pour moi, j'étais pas légitime à ressentir ce que je ressentais. Pour moi, si une personne cherchait à me voir souvent, c'est que c'était elle qui avait raison et que la norme sociale voulait que quand on est amis, on se voit tous les 2 jours. Jamais j'ai pensé que moi, je pouvais être légitime dans ma façon de fonctionner ou de penser et que ça pouvait être ma norme et l'expliquer aux autres en fait. Alors en plus quand j'avais réussi à avoir des amis, le problème se pose du téléphone parce que je vous ai fait une autre vidéo où je parle de ma phobie du téléphone. Je ne peux pas téléphoner. Or les gens, d'après ce que j'ai compris, ont vraiment besoin de cet outil pour maintenir le lien d'amitié. Donc on me téléphonait, je répondais pas. Mais par contre moi je voulais garder le lien sans problème par SMS, par mail, par messagerie écrite et les gens aiment pas ça. Encore une fois, si j'avais pu expliquer comment je fonctionnais, voilà, j'ai une phobie du téléphone, c'est terrible pour moi. Non, je disais rien, pas je me disais encore une fois, je ne suis pas normale à ne pas aimer le téléphone, il faut que j'invente des excuses, c'est pas possible. Alors, avoir eu un diagnostic à cette époque-là aurait sans doute pu permettre de m'expliquer. Et au pire, ça aurait fait le tri. Voilà, c'est les gens qui supportent pas mon fonctionnement, et ils s'en vont. Mais au moins, ça aurait été clair, les gens auraient pu mieux me comprendre. J'agis comme ça parce que j'ai telle difficulté. Donc je parle de diagnostic, mais c'est pareil, se donner la légitimité, même si on diagnostique, se dire, moi je fonctionne comme ça, et moi j'ai besoin qu'on fasse comme ci, comme ça, comment on peut trouver un terrain d'entente pour être amis quand même? Mais pour ça, il faut vraiment de la transparence et de la clarté, encore une fois, et je suis pas sûre que les gens aiment ça ou aient le réflexe de le faire. Et je me suis dit que vraiment, je pense que ça serait utile au début où on est amis, de commencer à donner sa notice explicative, comme j'en parle souvent, son mode d'emploi. Alors voilà, moi, comment je me vois l'amitié. À quelle fréquence j'ai envie de voir mes amis? Ça peut varier. Est-ce qu'on peut être transparent là-dessus? Est-ce que je peux te dire quand j'ai envie d'être seule? Voilà, je pense clarifier les choses. Mais en fait, c'est déjà quelque chose qu'on ne fait pas en couple. Alors, j'ai du mal à imaginer que dans la société, les gens feraient ça. Mais ça ne nous empêche pas d'innover, hein. Parce que j'ai vraiment remarqué dans les relations d'amitié des enfants, par exemple, que quand on n'a pas la même vision de l'amitié, c'est vraiment une catastrophe en fait. Tout le monde se fait du mal, on souffre parce qu'on n'a pas cadré tout ça. Alors voilà pour ce sujet, c'est très long, mais en tout cas je remarque que j'ai jamais eu de meilleure amie. Une personne qui me dirait « tu es ma meilleure amie, t'es fantastique, j'ai envie de te voir, qu'est-ce que je suis contente de t'avoir dans ma vie, tu es précieuse ». Quand je vois ça des fois passer sur Facebook ou des gens qui se parlent comme ça, mais j'envie, je les envie. Qu'est-ce que ça doit être bien, qu'est-ce que ça doit être fort. Mais moi, je suis pas prête à m'investir parce qu'à chaque fois que je l'ai essayé, j'ai été déçue derrière. C'est comme quelqu'un qui a eu des déceptions sentimentales, il n'a plus envie de s'investir.
Or, moi, je ne peux pas être amie sans m'investir. Ou alors, c'est une connaissance et ça reste une connaissance. Et je suis mal à l'aise si la personne me considère comme une amie. Alors, il existe des solutions. Hein. On n'est pas obligé d'avoir des amis. On peut vivre seul. On peut vivre bien seul, être heureux seul. On peut aussi avoir des amis qui ont les mêmes codes que nous, en fait. Je pense à une personne autiste que je connais qui a que des amis qui sont geeks, qui sont à fond dans les jeux vidéo. Ils n'ont pas besoin d'avoir les codes sociaux habituels parce qu'ils ont leur propre code de jeu et que ça marche très très bien comme ça. On peut avoir des amis par internet, à distance, ne jamais se rencontrer de sa vie, mais dire j'ai des super amis. Voilà, du coup, pour récapituler, l'amitié chez les personnes autistes, c'est pas toujours simple parce qu'on n'a pas les codes sociaux. Et puis, comment entretenir l'amitié quand on ne sait pas? Comment faire? Parce qu'on ne sait pas toujours faire le premier pas aussi pour aller vers les gens à qui on aimerait parler. Parce qu'on ne sait pas toujours réagir quand quelqu'un vient vers nous. Parce qu'on peut être maladroit, vexer les gens sans le faire exprès. Parce qu'on n'est pas forcément facile à vivre, on peut être très exigeant sur justement nos routines, tout ça. Et je pense vraiment que ça doit être aidant de savoir qu'on est autiste et de pouvoir l'expliquer aux autres. Quoique j'ai des témoignages dans le sens inverse qui disent « Ah, ma copine sait que je suis autiste et comment c'est possible qu'elle ne comprenne pas que j'ai besoin de ça ou ça ou ça ?» Là encore, il faut être transparent et l'expliquer. Le diagnostic résume pas tout de notre fonctionnement. Voilà, je termine cette vidéo un autre jour parce que j'ai eu un problème technique. Donc je vous dis bonnes expérimentations et n'hésitez pas à essayer l'authenticité, la sincérité et la transparence parce que ça marche super bien dans le couple. Donc pourquoi pas en amitié. Et n'hésitez pas à partager et à vous abonner et à poster des commentaires. J'aime beaucoup discuter avec vous, donc ce sera avec plaisir que je vous répondrai. À bientôt tout le monde!